Le quart d'heure corrézien, le magazine d'information hebdomadaire de RGB, Bram FM, RCF Corrèze, Radio PAC et Brénige FM. Réalisé et présenté par Olivier Sérac. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure corrézien. Aujourd'hui, je vous propose de retourner dans les vignes du sud corrézien, à Branceil précisément, dans le vignoble des Mille et Une Pierres. Un vignoble qui est ressorti de terre dans les années 80, je vous l'expliquais dans le premier numéro de ce podcast. Et en ce moment, les vendanges battent leur plein. Des vendanges, vous allez l'entendre, mouvementées cette année à cause de la météo. Et puis à la fin de ce quart d'heure, ne ratez pas la prescription culturelle d'Aymeric Tudou. Il vous proposera un atelier de bricolage d'instruments électroniques et musicaux. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. En entrant dans la cave coopérative de Branceil cette semaine, je retrouve Philippe Lema, le président de la structure. Il est assis à son bureau, lunettes vissées sur le nez et face à son ordinateur, l'air fatigué ce matin-là. Il fait des statistiques. En clair, il établit différents scénarios en fonction des volumes des vendanges qui ont débuté début septembre. Et les vignerons s'en doutaient, ces vendanges-là ne s'annoncent pas bonnes du tout. On est sur une tendance de 70% de pertes. Si la météo nous accompagne bien, on pourra faire un petit peu de rouge avec ce qui reste, mais si la météo reste comme ça, on fera l'intégralité de la récolte 2024 en rosé et en blanc, parce qu'on n'aura pas eu l'arrière-saison pour faire mûrir, atteindre la maturité phénologique, comme on dit, pour les rouges. Et si le raisin n'est pas au rendez-vous, c'est tout simplement parce que la météo n'a, cette année encore, pas du tout été du côté des vignerons. Cette année, c'est vrai qu'on cumule tous les éléments. D'abord le gel, ensuite une pression mildiou inédite, très tôt en saison et jusqu'à fin juillet. Et puis là, une arrière-saison qui n'est pas vraiment favorable pour la capacité qu'on aurait à faire mûrir les rouges. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais on a un potentiel sur les rouges là, qui qualitativement sont très bien, mais qui ont du mal à mûrir. Or, aujourd'hui encore, les rayons du soleil ne parviennent toujours pas à totalement transpercer la couverture nuageuse au-dessus de la Corrèze. En conséquence, les raisins n'arrivent pas à atteindre leur maturité idéale et cela pourrait même amener à une année sans vin rouge inédit à Branceil depuis son premier millésime en 1990. L'impact pour la cave, il est relatif puisque les rouges, c'est des vins qui se commercialisent 2-3 ans plus tard. Donc le consommateur ne verra pas la différence sur l'année 2024-2025 puisqu'on va taper dans les stocks qu'on a. Maintenant, les stocks, taper dedans, c'est bien beau, mais il faut les reconstituer. Et là, c'est vrai que ça fait 2 ans de suite où en 2023, on avait produit une moitié de récolte. 2024, on récidive. Donc si ça devait se pérenniser, à terme, on pourrait aussi être en rupture sur certains rouges. Les vignerons branceillais sont donc face à une question: comment assurer des récoltes suffisantes permettant de reconstituer des stocks, et plusieurs solutions existent. La première, c'est remplacer les pieds manquants dans les vignes où ça n'a pas été fait, peut-être planter des variétés nouvelles, plus résistantes aux aléas climatiques, aux maladies, etc. Et puis, toujours cette réflexion sur la protection anti-gel, puisque le plus gros facteur impactant pour nous, c'est le gel de printemps. Donc, cette réflexion sur les tours avant doit s'approfondir et on doit vraiment aller sur une étude concrète pour savoir si réellement on peut y aller ou pas. Des tours avant qui brasseraient l'air et permettraient ainsi de capter l'air chaud en hauteur pour pouvoir le rabattre vers le sol. On est sur notre secteur sur des gels de printemps où l'air chaud est en haut et l'air froid est en bas. Donc le principe, c'est on va dire une mini-éolienne qui va prendre l'air à 10-12 mètres de haut et qui va le rabaisser sur le sol pour regagner 1 ou 2 degrés. Et avec en complément éventuellement la possibilité de faire une source de chaleur dessous pour regagner 2-3 degrés. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est des systèmes qui couvrent entre 3 et 5 hectares de surface et qui peuvent être mutualisés entre la vigne et les producteurs de noix sur des îlots un peu concentrés. Ça ne marchera pas forcément sur les parcelles isolées parce que l'investissement est trop important. Mais c'est la réflexion qu'on a lancée. On a sensibilisé les élus, le préfet pour essayer d'être un peu innovant en Corrèze et trouver une solution collective. Reste que face au mildiou, ce champignon qui se développe au printemps lorsque la température augmente et que les précipitations sont fortes, là, la solution serait de changer les cépages, c'est-à-dire les pieds de vigne, et c'est notamment le cas pour les merlots très sensibles au mildiou et pour lequel, là aussi, une solution existe selon Philippe Lema, qui va d'ailleurs la tenter sur une de ses parcelles dans les mois à venir. Moi, j'ai quelques parcelles de merlot qui sont en bonne densité encore, où j'envisage de surgreffer. L'idée, c'est de couper le pied à mi-hauteur et de
mettre dessus par un système de greffe un autre cépage qui puisse être soit un résistant, soit un cépage traditionnel, un cabernet, un syrah, enfin voilà, à voir quoi. Mais la technique du surgreffage, c'est une technique qui marche très bien. Mais modifier la nature des cépages ne peut pas se faire seul, surtout sur un territoire d'appellation d'origine contrôlée. Au niveau des AOC, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on est sur l'antériorité de production. Donc là, on ne pourra jamais prouver que les variétés résistantes ont une antériorité pour l'instant. Donc aujourd'hui, tous les AOC de France ont droit à intégrer dans leurs assemblages 10% de cépages résistants. Donc ça, c'est acquis, il n'y a pas de problème. Après, c'est plus au niveau de l'IGP, où là, aujourd'hui en Corrèze, on avait une liste de 14 ou 15 cépages éligibles. Donc là, on a lancé une réflexion au niveau de la Fédération des vins de la Corrèze pour élargir cette liste, pour intégrer soit des cépages du sud un peu plus adaptés au climat, soit les cépages résistants, et pouvoir pallier à toutes ces évolutions climatologiques. Et c'est donc une solution qui ne peut être prise que collectivement par l'ensemble des 80 vignerons de la Fédération des vins de la Corrèze. C'est en concertation avec l'INAO. En fait, nous, on réfléchit entre nous à ce qu'on a et ce qu'on veut faire évoluer. On le propose à l'INAO et on co-construit ensemble ce nouveau cahier des charges. Puis c'est une démarche qu'on va lancer là pour aboutir, j'espère, à la récolte prochaine. L'INAO étant l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'organisme chargé du contrôle des AOC, les appellations d'origine contrôlée et autres IGP, les indications géographiques protégées. Mais toutes ces solutions sont aussi là pour tenter de sortir de l'ornière, d'autant plus que l'accumulation des difficultés commence à peser lourd. Moralement, on s'est habitué à subir le métier, là on le subit encore plus, mais la résilience paysanne fait qu'on va réfléchir à des solutions, s'adapter et on va passer le cap sans aucun problème. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué quand même pour les jeunes qui viennent de s'installer l'année dernière ou il y a 2 ans, où là, 2 années consécutives en démarrage d'activité, on peut comprendre que ça peut les mettre en difficulté morale. Bon, pour l'instant, tout va bien, on réfléchit ensemble, on va trouver des solutions. Et s'il est un élément qui peut rassurer ces hommes et ces femmes, c'est bel et bien que les vignerons et vigneronnes corréziennes ne sont pas seuls. Quelles que soient les régions, on est tous sur la même réflexion, c'est qu'il faut qu'on soit capable, à titre individuel, de trouver les solutions de protection et de pérennité, les bonnes années, faire le plein, comme on dit, pour accepter nous-mêmes les mauvaises. Alors, ça passe par l'adaptation des cépages, par la bonne capacité de production de nos parcelles, et après, sur toutes les technologies. Alors, nous, on réfléchit sur les tours à vent, mais d'autres sont sur les fils chauffants électriques, d'autres sont sur les bougies, d'autres sont sur l'arrosage. Voilà. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, tout le vignoble français est en réflexion sur comment on s'adapte à ces 2 années catastrophiques, voire même un cycle depuis 2017 qui devient récurrent. Mais si ces adaptations peuvent convenir au contexte climatique actuel, les viticulteurs ne sont toutefois pas à l'abri de voir un changement inverse arriver, c'est-à-dire de passer du froid et humide au très chaud et très sec. On était habitué depuis 3-4 ans à avoir des mois de septembre extraordinaires avec des grosses températures, etc. Bon, là, cette année, ce n'est pas le cas, mais on n'est pas à l'abri que là, d'ici une semaine, on reprenne une période où il y a des montées de température, du soleil. Donc ça, on n'y peut rien, quelque part heureusement, mais on va s'adapter. Pour l'instant, il pleut. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les cabernets qui nous restent là ne sont pas en train de dépérir au niveau pourriture, etc. Donc, s'il ne pleut pas trop, on a encore l'espoir qu'ils mûrissent. On va pour l'instant rester là-dessus, l'espoir, et puis on fera le bilan à la fin de la foire, comme on dit, dans 3 semaines, un mois. Le bilan définitif de cette année 2024 se fera donc d'ici la fin de ce mois d'octobre, et nous le connaîtrons donc dans un mois, dans un prochain épisode. Passons maintenant à la prescription culturelle de ce quart d'heure corrézien, prescription que l'on doit aujourd'hui à Aymeric Tudou de Bram FM. Aymeric qui nous invite à découvrir un atelier de création d'instruments de musique électronique, un atelier coordonné par l'association Cortec à Tulle. Cortec qui pilote le projet des bains-douches numériques. Bonjour Aymeric et... Bonjour Eric. Bonjour à vous. Eric Montpeur, animateur au bains-douches numériques. J'invite nos auditeurs et nos auditrices à regarder un petit peu le site, à regarder la page Facebook sur cette actualité, des ateliers sur les instruments électronique que vous mettez en place. Et oui, à partir du début novembre, donc du 6 au 27 novembre, sur 4 sessions les mercredis après-midi, nous allons fabriquer des instruments de musique électronique. C'est des petits modules, il y en a 8 différents dans chaque box avec un petit contrôleur qui permet de faire de l'initiation à la musique pour les enfants. À la base, c'était utilisé pour faire l'initiation aux enfants handicapés et aux enfants autistes pour la musique. Donc il y a des choses sur la motricité,
sonorisation, sur l'accueil du son. Donc on aurait les trois premières sessions, ce serait vraiment la fabrication, le montage, une partie de programmation aussi pour calibrer les instruments. Et la dernière session, ce serait une restitution avec prise de vue, enregistrement, s'il faut concert, et peut-être même création de jingle pour Bram FM. Ah, voilà. Bon, mais parfait, on a hâte de voir ça. On vous attend nombreux, on aimerait que ces ateliers soient intergénérationnels, c'est-à-dire vous êtes intéressé par ça et vous voulez y mettre votre enfant aussi dans le bain, vous pouvez venir, vous êtes l'enfant et vous voulez que votre père se mette à l'électronique et un petit peu à l'informatique. On est là aussi pour ça. On sera 2 à intervenir sur les ateliers. Vous pouvez d'ores et déjà appeler les bains-douches numériques au 07 64 52 57 90 pour réserver votre place. On espère toucher le plus de gens possible. Pour l'instant, on va partir sur une session comme ça. On aimerait bien en faire 3 dans l'année pour avoir 3 jeux complets en fait d'instruments qu'on puisse prêter ou à des art thérapeutes, à des gens qui s'occupent d'enfants en situation de handicap ou en situation d'autisme. On prêterait ça gratuitement, ce serait pour faire de la découverte et puis faire découvrir en fait ces instruments-là qui sont assez intéressants. J'en ai qui ressemble à une thérémine, j'adore ça. J'attends qu'il soit fabriqué pour pouvoir commencer à jouer avec. Une thérémine, tu peux nous dire ce que c'est? C'est un instrument de musique qui fait varier la fréquence de son en fonction de la hauteur où la main se pose au-dessus du flux et qui fait que le rythme est donné par le mouvement de main. Si on balaye les mains de droite à gauche très vite, on va avoir un et si on balaye tout doucement, on va avoir un Ça ressemble à une antenne là un petit peu. En fait là, il n'y a pas d'antenne. C'est juste un capteur de hauteur. Et d'accord. C'est la hauteur en fait qui donne le ton. Et si je dis pas de bêtises, Eric, bon là je digresse un petit peu sur le thérémine, mais Jimmy Page, il utilisait pas ça? Si. Ah, Jimmy Page, gratte Led Zeppelin, parce que je le voyais en live avec un objet bizarre là. Et Ravi Shankar, on a utilisé aussi. Ah ouais. Et je crois que sa fille aussi y est passée. Bon. En tout cas, pour les amoureux de Led Zeppelin, de Ravi Shankar, venez fabriquer un instrument électronique. Ça se passe au bain-douche numérique de Tulle à partir de novembre. Vous pouvez commencer déjà à les appeler pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Ce sont des instruments électroniques, Eric, qui seront plutôt petits, transportables. Hein. C'est des toutes petites boîtes qui doivent faire 8 cm par 8 cm par 8 cm. Ouais. C'est des petits cubes. Il y en a 8. Il y a un boîtier pour tout connecter, pour faire les prises de son derrière. Ça peut se transporter dans une petite mallette. C'est le but, c'est que nous, au final, on finisse les produits en mallette, qu'on puisse les prêter sur le territoire. Et donc le but à court ou moyen terme, c'est aussi d'en faire profiter les écoles, les collèges, les lycées, etc. du territoire. Tous les gens intéressés seront les bienvenus pour pouvoir utiliser et récupérer ces instruments-là. Et donc vous pouvez vous inscrire auprès de l'association Cortec, soit par téléphone au 07 64 52 57 90 ou bien par mail en écrivant à l'adresse contact-bdn@cortec.fr, des coordonnées à retrouver sur nos sites internet. C'est la fin de ce quart d'heure corésien. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'organisation, mais aussi et surtout des actions menées par l'association SOS Violence Conjugale. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée en Corrèze ou ailleurs. Retrouvez le quart d'heure corésien en réécoute sur nos sites internet, mais aussi sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Apple Podcasts.